Notre invité ce soir, c'est le président du conseil d'administration du collectif des associations contre l'impunité au Togo, le CACIT, Spero Maouli. Bonsoir. Bonsoir Samuel. Avec vous, on évoque le sujet, feuille de route de la CEDEAO. Quand entrera-t-on dans le vif du sujet? On sait que depuis le 31 août dernier, tous les Togolais connaissent le contenu de la feuille de route de la CEDEAO. Au niveau de la société civile, pour vous, quelle lecture vous en faites de cette feuille de route? Oui, je crois que la première chose, c'est une satisfaction. Satisfaction dans ce sens que on attendait les résultats, les recommandations depuis un moment et finalement c'est arrivé. Imaginez un peu ce que ça aurait été si on nous avait dit qu'on reportait encore à une autre date. Donc d'abord, c'est le sentiment de joie d'avoir reçu les recommandations. Ensuite, c'est de parcourir cette feuille de route-là pour voir un peu le contenu. Et en faisant cet exercice-là, j'avoue que nous avions des sujets de joie, nous avons des sujets d'inquiétude, et nous avons quand même, sur un plan global, à dire que nous sommes plus heureux qu'inquiets par rapport à ce qui est donné par la feuille de route. Ça veut dire, vous pensez que cette feuille de route ne règle pas en totalité les problèmes politiques, les questions de réforme au Togo? Les questions de réforme, peut-être oui, mais pas en totalité la crise togolaise. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes contents quand la feuille de route précise, en tout cas le communiqué précise, que le dialogue se poursuit. Et donc on suppose que les questions qui sont restées en instance, on peut les épurer à ce niveau-là et pour trouver une solution définitive à cette crise qui n'a fait que trop durer. Ce qui veut dire que vous partagez les insuffisances que soulève la coalition des 14? Pas dans les mêmes sens peut-être. Des insuffisances, certes, des imprécisions, oui, mais pas dans le même ordre ou en tout cas pas dans les mêmes perspectives que ce que la C14 a donné comme plateforme de précision à avoir. Par exemple, quand vous prenez les réformes, il est dit dedans qu'il faut arriver rapidement à faire les poursuites judiciaires. C'est ça le langage qui aurait été correct. Mais quand vous voyez la C14 dit de libérer immédiatement pour avoir l'apaisement. Alors nous avons plutôt une vision un peu mitigée, en ce sens qu'il y a des personnes qui doivent être immédiatement libérées. C'est des gens sur qui ne pèsent pas de réelles charges, c'est des gens qui ont par concours de circonstances, qui sont arrivés en prison alors qu'ils ne devraient pas. Ils doivent être immédiatement libérés. On doit leur présenter des excuses et on doit les indemniser s'il le faut. Indemniser s'il le faut. Mais par contre, il y a certains qui peut-être auraient eu à commettre des délits dans le cadre de ces choses-là, par exemple, à brûler des choses, à casser des choses. S'il s'avérait que ces gens-là, on les a arrêtés et qu'on démontre réellement leur faute, il s'agit de les juger très rapidement, mais de les juger en réalité en respectant toutes les règles de la justice, c'est-à-dire un procès équitable. Bon, maintenant, si nous le disons ainsi, nous ne pensons pas seulement aux prisonniers civils. Nous disons également que, par exemple, les forces de l'ordre et les forces de sécurité qui auraient pendant ces périodes-là commis également des fautes, on doit pouvoir les traduire en justice, les juger et rapidement en respectant l'équité, en respectant le procès équitable. Et puis, s'il y a des condamnations à faire, il faut les faire. Et sur les questions de réforme, quelles sont vos insatisfactions? Sur les questions de réforme, nos insatisfactions sont surtout sur les réformes institutionnelles. Nous, on avait suggéré que toutes les institutions de la République soient revues autant dans le fonctionnement, dans l'organisation, que dans la composition. Malheureusement, de façon expresse, la feuille de route n'a touché que la Cour constitutionnelle de façon expresse. De façon implicite, on semble dire que ça a touché la CENI, mais en dehors de ces deux institutions-là, finalement, on ne voit plus les autres. Donc c'est pour ça qu'il y a un sentiment d'insuffisance pour nous de ce côté-là. Sur le côté réforme constitutionnelle, par contre, il y a quelques imprécisions. La première,
qui est de taille et qui va probablement cristalliser encore les débats à court ou à moyen terme, c'est la question de en aucun cas. Est-ce que finalement les médiateurs sont arrivés à concilier les deux parties sur la notion d'en aucun cas? Ensuite, c'est ça qui est notre inquiétude, mais lever cette inquiétude-là, je crois que globalement, on a tenu compte de toutes nos aspirations, à savoir qu'il faut la limitation de mandat, il faut un scrutin uninominal à 2 tours, il faut, etc. Donc, toutes les autres réformes constitutionnelles que nous avons souhaitées, je pense qu'on y a tenu compte. Notamment également le vote de la diaspora qu'on a également pris en charge. Donc, c'est bon. Maintenant, il reste les réformes électorales. Là également, on a un sentiment d'insuffisance parce que la feuille de route n'a donné aucune précision en ce qui concerne, par exemple, le découpage électoral pour les législatives. C'est également un problème en gestation parce que pour tout observateur peut-être pas professionnel, on se rend compte que, par exemple, avec les législatives passées, il y a des partis politiques qui ont eu plus de voix, mais qui ont moins de sièges. Donc, ça veut dire qu'il faut redisproportionner un peu le découpage électoral. Mais il n'y a eu aucune précision de la feuille de route en ce qui concerne ce point-là. C'est également notre inquiétude. Mais au moins, ce qui fait notre satisfaction par rapport à la feuille de route, c'est que la CEDEAO a dit qu'elle est prête à accompagner techniquement le Togo dans l'organisation et dans l'observation des élections. Et donc, je crois que ça, c'est un point qu'il faut relever. Est-ce que justement une feuille de route n'a pas vocation à ne pas aller au fond de toutes les questions? Absolument. Moi, je suis vraiment déçu par comment les choses se passent. J'aurais espéré, parce que même avant que la feuille de route ne paraisse le 31 juillet, moi, je me disais encore que le chef de l'État pouvait faire montrer l'inutilité de cette feuille de route-là en invitant les acteurs majeurs à s'asseoir autour d'une table et à dévancer les événements en proposant des mesures consensuelles. Malheureusement, on ne l'a pas eu. Bon, ce n'est pas grave, on a eu la feuille de route. Je pensais que ce serait également uniquement des indications pour lesquelles le chef de l'État peut s'auto-saisir et faire les choses différemment. On ne l'a pas eu. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas les institutions qui peuvent le faire. Par exemple, si on prend la situation de la CENI, avec le président de la CENI qui a pris des initiatives actuellement, le président, en tout cas, c'est lui qui est le responsable, qui a pris des initiatives, ça aurait été une bonne chose si, par exemple, ça avait été fait de façon consensuelle. Mais maintenant, ça n'a pas été fait. Mais par contre, si c'est le chef de l'État qui prend la mesure des choses et qui organise la mise en œuvre de ces feuilles de route, je pense que si la coalition veut protester, elle va réfléchir par 2 fois avant de pouvoir dire des choses qui ne seront pas justes, parce que tout ce que nous attendons, c'est les bons résultats. Maintenant, à l'étape actuelle, une gestion exclusive, une gestion unilatérale de cette crise, je ne pense pas que ce soit la meilleure chose pour le Togo. Il faut que les acteurs puissent s'entendre sur les points essentiels. Alors, finalement, la feuille de route, c'est comme un ballon jeté et il appartient aux acteurs de la saisir. Oui, mais avec le Togo, il faut faire attention. Nous avons déjà eu les expériences malheureuses de 26 sections de dialogue où l'exécution a toujours posé problème. Donc, est-ce qu'il faut considérer que la feuille de route, c'est un ballon jeté et que chacun essaie? Je pense que ce serait une erreur. Heureusement que pour ce dialogue-là, au moins qui n'est pas encore fini, on a pris soin de mettre sur pied un comité de suivi. Bon, maintenant, il ne faut pas que les gens fassent l'amalgame aussi entre comité de suivi et comité d'exécution. En réalité, tel que la feuille de route se présente, c'est l'État qui exécute. Donc, c'est le gouvernement qui exécute. Parce qu'il n'y a pas eu une autre précision. Mais c'est le comité de suivi qui voit ce qui va
et attire rapidement l'attention du gouvernement sur ce qui doit être fait ou ce qui ne doit pas être fait. La composition elle-même pose problème. Oui, évidemment. Mais je crois que heureusement, ce qui est bon, c'est que la CEDEAO a dit clairement que le président ghanéen, que nous remercions avec le président guinéen, continue toujours pas à faire la médiation. Et donc, ils sont toujours aux aguets de toutes les difficultés qui peuvent se présenter. Mais cependant, n'oublions pas qu'ils sont des chefs d'État, avec leur charge dans leur pays et avec la volonté de se réélire pour le président du Ghana. Et bon, maintenant, pour le président guinéen, en principe, il est en fin de mandat, il ne doit plus se réélire. Et nous espérons qu'il donnerait un bon exemple pour ne pas chercher à changer la Constitution. Alors, aujourd'hui, depuis que cette feuille de route est sortie, quand même, quand on écoute de part et d'autre, surtout la coalition, on sent que c'est maintenant que la véritable crise commence. Est-ce que vous avez cette impression aussi? Bon, disons que ce n'est pas maintenant que commence la crise. Tout comme les gens font l'erreur de dire que la crise a commencé le 19 août. La crise togolaise dure depuis 1990. Elle prend des formes différentes selon les circonstances, selon les personnes qui sont acteurs en ce moment-là. Mais je crois qu'actuellement, nous sommes à une phase où la C14 essaie de donner son interprétation de la feuille de route et le gouvernement essaie de donner son interprétation. Et je crois que ce faisant, comme c'est des politiques et que malheureusement au Togo on pense que tout politique doit ne pas inclure la morale à son activité, malheureusement les gens font de la mauvaise foi. Et on oublie que c'est la mauvaise foi, c'est la mauvaise volonté, c'est les deux qui ont entraîné entre autres la chute ou l'inapplication de l'APG. Et donc nous espérons que cette fois-ci... L'APG dont on célèbre les 12 ans aujourd'hui. Oui, nous sommes le 20 août. Et quand vous voyez l'APG avec les recommandations, il n'y a pas une très grande différence avec la feuille de route actuelle. Et quand vous voyez la CVJR avec ses recommandations, ce n'est pas des nouveautés par rapport à ce que... Donc en réalité, on a les solutions depuis longtemps. Maintenant, comment les mettre en application, c'est ça le problème. Et c'est pour cela qu'au niveau du CACIT, au niveau du G7 et au niveau de toute personne qui, de la société civile, nous invitons les politiques à faire un sursaut patriotique pour ne plus penser partisan, mais pour penser nation. Et je crois que c'est la seule solution que nous pouvons avoir pour diminuer la méfiance qui est entre les acteurs et aller vers des solutions pragmatiques, des solutions réelles, réalistes qui peuvent nous permettre de sortir des difficultés. Alors, vous l'avez dit, les solutions existent. Vous avez évoqué la CVJR, le HCRUN, il y a eu les CPDC et tout ça. Et c'est pour ça que beaucoup disent que c'est plus un problème d'acteurs et qu'il faut renouveler cette classe-là. Moi, je suis de ceux qui pensent que la classe politique actuelle, normalement, doit tirer révérence et partir. Si vous avez fait la lutte ou si vous avez milité pendant plus de 10 ans au même poste, ce n'est plus concevable de rester. Parce que si vous n'avez pas eu les meilleurs résultats en 10 ans, ce n'est pas en 15 ans que vous aurez ces résultats-là. Donc, laissez la place à d'autres personnes, devenez conseiller de ces personnes-là pour les guider. Malheureusement, et ça nous le déplorons depuis plusieurs années, mais personne ne nous écoute apparemment, c'est que nos partis politiques n'ont pas la vraie ossature des associations. C'est plus des gens qui investissent personnellement leurs moyens financiers. Et donc, ce serait un peu absurde de dire à ces gens-là d'aller vers l'arrière. Et ces gens-là, malheureusement, ne préparent pas de relève et on constate leur vide à leur décès. Et heureusement qu'ils ne meurent pas trop tôt parce que vous voyez, ça, rendons grâce à Dieu, ce qui fait qu'ils sont toujours là. Mais non, je pense que honnêtement, c'est vrai qu'il y a des problèmes d'acteurs. Parfois même, le problème devient subjectif. Les gens ne veulent pas aller aux solutions tout simplement parce que celui qui est en face, on a une dent contre cette personne-là. Je crois qu'il faut dépasser ça pour être un peu plus rationnel et objectif pour qu'on trouve des solutions. Voilà pourquoi il y en a qui trouvent que c'est très dangereux quand, dans peut-être le nouveau format du dialogue qui va se mettre en place, que ce soit toujours exclusif. Bon, disons que normalement, je crois qu'il faut maintenant distinguer deux choses. La première chose, c'est le règlement du conflit entre C14 et UNI et gouvernement. Ça, c'est à part. Et ça, il y a la feuille de route qui nous permet de sortir. Maintenant,
Il y a à poursuivre le dialogue, c'est vrai, mais il y a à asseoir les bases d'une meilleure démocratie pour le Togo. Et en cela, on ne peut pas exclure une frange de la population, une frange politique ou une frange de la société civile. Donc ça doit devenir un peu plus inclusif. Le comité de suivi est là pour tout ce qui est lié à la résolution de la crise au niveau de la feuille de route. Maintenant, il faut pouvoir ouvrir le dialogue aux autres également pour ne pas forcément aller sur les mêmes sujets. C'est pour ça que nous avons pensé que ce qui aurait été plus simple pour le Togo, c'est surtout que la feuille de route appelle quelque part le chef de l'État à travailler avec tous les acteurs. J'aurais préféré qu'à ce moment-là, par exemple, on fasse un gouvernement différent de celui actuel. Le gouvernement actuel est uniquement un gouvernement partisan. Je ne l'appellerai pas un gouvernement d'union, parce qu'un gouvernement d'union, ça suppose que c'est les partis politiques qu'on fait entrer dedans. De transition, oui. Mais alors là, uniquement avec les technocrates. Au niveau de l'UNI, le terme transition ne leur semble pas très approprié. Absolument. C'est pour ça qu'il faut préciser... quand vous voyez, vous prenez les réclamations de la C14 par rapport à la feuille de route, il est dit également qu'on veut un gouvernement de transition. La terminologie est identique, mais le contenu est différent pour nous. Nous voudrions qu'on mette dedans plutôt des technocrates, des professionnels, tout comme nous demandons pour la CENI, pour la HAC, pour la Cour constitutionnelle, qu'on utilise plutôt les techniciens et les professionnels. Il est temps qu'on aille vers le développement, il est temps qu'on aille vers une base solide. Ces gens existent-ils au Togo? Ils existent. Gens qui n'ont pas d'acquaintance politique. Non, il faut faire attention. Il y a des gens qui ont des acquaintances politiques, mais qui ne les extériorisent pas. Ça ne l'empêche pas de dire qu'ils sont partisans. Mais il y a des gens qui, au-delà de leur coloration politique, savent que c'est leur profession, c'est leur technicité qu'on demande. Alors ces gens-là, naturellement, mettront de côté leur appartenance politique. Je prends par exemple un juge. Un juge, en principe, rien ne lui interdit d'être partisan. Mais dans l'exercice de sa profession de juge, il doit se montrer extrêmement neutre. Sinon, on va à la dérive. Malheureusement, on a des gens qui peuvent le faire, mais on a trop d'intérêts partisans qui font que jusqu'à aujourd'hui, les gens ne veulent pas endosser ce manteau-là. Et c'est vraiment dommage. Il y a quelque chose qui rend triste. C'est que, par exemple, au Togo, il y a la société civile. La société civile, en principe, ne voit que les normes. Alors, c'est peut-être ça qui fait la différence entre la société civile et les partis politiques centristes. La société civile n'est pas au centre. La société civile réfléchit avec les normes. Quelles sont les valeurs unanimement admises? Donc, les valeurs unanimement admises peuvent aller contre un parti politique ou contre un autre. Donc, ce n'est pas ça qu'il faut... Voilà. Or, au Togo, quand vous dites que vous êtes de la société civile, on essaie de vous cataloguer en disant société civile proche de l'opposition, société civile proche du pouvoir. Je pense que ça, c'est un problème. Est-ce que ce n'est pas l'APG qui a fauté sur ce point-là? Même avant l'APG, c'est l'atmosphère de suspicion qui existait, qui faisait que votre langage détermine une coloration qu'on veut vous donner. Lorsque dans une déclaration, vous allez contre le pouvoir, on vous assimile à l'opposition. Et si dans une autre déclaration, vous allez contre l'opposition, on vous assimile au pouvoir. Donc, c'est selon vos langages que les gens essaient de vous donner une coloration. Mais on ne vérifie pas si le langage est lié à une norme. Okay? Aujourd'hui, par exemple, les gens disent, mais pourquoi vous ne dites pas directement ceci? Est-ce que la norme, c'est ce qui est direct? C'est tout notre problème. Aujourd'hui, par exemple, la norme démocratique, c'est celle qui voudrait que l'alternance soit la règle dans tous les pays. Donc, nous appelons à l'alternance. La démocratie voudrait qu'après un certain nombre d'années, à la tête de la gestion du pays, il faut que vous puissiez partir. Nous appelons à l'alternance dans le respect de la démocratie. Maintenant, est-ce que c'est M. Fognassime qui doit partir ou pas? Ça, ce n'est plus la norme. Ça devient une question subjective. Donc, nous, on ne répondrait pas directement à cette question. Les gens vous diront, c'est parce que vous avez peur. Les gens vous diront, c'est parce que vous avez une coloration que vous voulez cacher, etc. Bon, c'est normal que les gens réagissent ainsi parce qu'il y a trop de suspicions dans notre pays. Et nous espérons que ça va s'amenuiser. Depuis le 31 août, le 31 juillet, je viens de dire 31 août par erreur, est-ce que vous pensez qu'on est vraiment dans le vif du sujet? Oui, on est vraiment dans le vif du sujet. Sauf que l'attente a été tellement longue que les gens veulent se précipiter. Il ne faut pas confondre non plus vitesse et précipitation.
le Togo a besoin de régler très rapidement ce problème-là. Mais évidemment, il faut faire attention pour ne pas s'empêtrer dans d'autres difficultés liées à la précipitation. Par exemple, lorsque vous prenez la déclaration, la feuille de route, il est dit dedans qu'il faut aller très rapidement vers les élections. Ouais, mais ça ne voudrait pas dire que la CENI unilatéralement va dire venez, je vous donne tel délai pour venir. Si vous ne venez pas, nous faisons ceci, etc. Non. Ce qui aurait été mieux, c'est d'appeler les autres pour dire voilà l'enjeu, voilà ce que nous voulons faire. Nous voudrions que vous venez pour qu'on puisse travailler ensemble. Les gens vont dire ok, nous attendons plutôt la CEDEAO. On va dire dans ce cas, appelons la CEDEAO pour qu'elle réagisse rapidement. Mais par contre, si on a l'impression que c'est toujours un diktat qui existe, surtout qu'il y a des préalables ailleurs qu'on aurait dû faire. Par exemple, les mesures d'apaisement qu'on aurait dû finaliser. Est-ce que le pouvoir doit permettre à ce qu'un certain nombre de personnes prennent en otage un calendrier donné? Bon, le problème, c'est que, justement, quel est le calendrier? Aujourd'hui, tout le monde pointe du doigt la date du 20 décembre. Ouais. Est-ce que c'est une date rigoureuse, une date indicative ou une date souple? Je pense que ça ne peut pas être une date rigoureuse. L'idée, c'est qu'à très court terme, court ou moyen terme, on arrive à avoir des institutions qui fonctionnent. L'Assemblée actuelle est en fin de mandat. C'est fini depuis hier, oui. Normalement. Et donc, c'est vrai que très rapidement, l'idéal serait que très rapidement, on aille aux législatives. Mais ça ne voudrait pas dire qu'il faut tout mélanger. Nous sommes en train de parler, vous voyez, avant d'aller aux élections de 2015, on avait déjà relevé les insuffisances du fichier électoral. Et malheureusement, les acteurs politiques se sont amusés à nous dire qu'il y a un fichier consensuel au lieu d'un fichier fiable. Nous pensons que ce n'est plus des choses qu'il faut dire. Aujourd'hui, on est en train d'aller vers le vote de la diaspora, mais il y a un problème préalable. Est-ce que la diaspora va voter pour les législatives? Ça aussi, c'est un problème. Parce qu'ils n'ont pas de siège. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? C'est un sujet pour lequel il faudrait forcément s'asseoir. Alors, si on saute tous ces petits éléments-là et qu'on aille directement, on se précipite pour faire les choses, je pense que ce serait un problème. On ne peut donc pas dire que le 20, c'est une date figée, mais c'est une date indicative qui nous montre qu'il faut aller vite, mais il faut aller raisonnablement vite. Et donc, je pense que il y a des choses qu'on peut faire très rapidement. On n'a même pas besoin du comité de suivi pour ça. C'est les mesures d'apaisement. Moi, j'ai proposé, par exemple, qu'entre-temps, qu'on puisse former une commission qui va être chargée de la rédaction d'un nouveau test pour la Cour constitutionnelle, d'un nouveau test pour la CENI, d'un nouveau test pour la HAC, etc. Et avec des descriptions différentes. Et qu'on nous donne au moins une semaine pour que tout le monde puisse lire un peu, que tout le monde fasse les amendements, que ça soit vraiment inclusif pour tous les acteurs. On est là dans une sorte de refondation de la République. C'est ce que nous appelons depuis. À partir du moment où la CVJR a constaté l'échec des conditions sociales au Togo, il faut faire la refondation du pays. On est censé avoir fait la refondation de l'armée. Encore que moi, je n'ai pas les éléments normatifs pour dire si ça a été bien fait ou pas. Mais ça a été fait. Maintenant qu'on a fini avec la refondation de l'armée, il faut faire la refondation de tout le Togo. En faisant en sorte que la refondation de l'armée s'intègre fondamentalement dans la refondation du Togo, en prévoyant que l'armée doit rester statutaire, constitutionnellement, hors du jeu politique, mais ça n'empêche pas que ce soit des citoyens à part entière. Et donc voilà autant de petites choses que je pense sur lesquelles on peut avancer en attendant. Ne cherchons pas à avancer sur les points qui sont litigieux. Mais si on veut avancer sur ces points-là, je crois que la solution elle est toute simple. Il suffit que le chef de l'État appelle le chef de file de l'opposition, appelle les gens de C14 pour dire venez à table, on va discuter. Voilà. Et je pense que les choses vont avancer. Parce qu'il est le garant de la continuité de la République. Il y a aussi quand même dans le pays d'autres personnes qui existent. Et on semble tout résumer à chef d'État, chef de file C14 et les autres finalement. Il y a toujours une place pour tous les citoyens dans un pays. Mais maintenant, et ça c'est vraiment important de le savoir, malheureusement on a l'impression qu'au Togo, tout le monde veut être
à la tête. Oui. Et vous voyez, le jeu politique, moi j'ai été déçu quand la feuille de route n'a pas prévu plutôt des élections locales avant les élections législatives. Mais tout le monde est tenté de penser à qui va être président, qui va être premier ministre, et comme si c'est la tête seule qui importe. Or, c'est la base qui est le plus important. Et c'est vrai qu'il y a des partis politiques qui ne sont pas actuellement dans le dialogue, parce que ces partis politiques, à un moment donné, n'ont pas démontré leur appartenance dans le clan protagoniste. Oui. Voilà. Mais ça ne voudrait pas dire que les aspirations des uns ou des autres ne peuvent pas être prises en compte par ces deux classes protagonistes-là. Et vous prenez par exemple les centristes. Il y a des positions qu'ils veulent bien défendre qui sont déjà prises en charge par la C14. Et ils ont des positions qu'ils veulent défendre qui sont prises en charge par le pouvoir. Tout ce que les centristes peuvent faire aujourd'hui, c'est de continuer leur lobbying, de continuer leur information. Maintenant, ces informations-là doivent être très claires parce que lorsque vous acceptez de jouer plutôt la médiane, vous recevez des coups de tous côtés. Et donc, c'est un peu plus compliqué que si vous vous affichez extrémiste d'un côté. Et donc, je crois que ce n'est pas forcément un tort des centristes, mais c'est difficile de jouer ce rôle-là. Et dans ce cas-là, ils sont obligés d'accepter de recevoir des coups ou alors d'expliquer les choses de façon ponctuelle, mais en sachant que forcément ils ne seront pas compris dans la condition actuelle du Togo. Voilà. Maoulé, merci d'être passé répondre à nos questions. Le plaisir est pour nous. Vous êtes le président du CACIT. On marque maintenant la pause et on va retrouver les journalistes dans Regard Croisé.